Ici, les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mer limpide ou de sommets aux neiges éternelles. Ici, l'homme a creusé, extrait, construit des montagnes. Et l'idée même que l'histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. Pendant 3 siècles d'exploitation minière dans le Nord-Pas-de-Calais, les interventions successives de l'homme sur son environnement ont profondément transformé le territoire, donnant naissance à des paysages d'exception. Au tout début du XVIIIe siècle, le futur bassin minier offre des paysages de plaine, avec quelques coteaux, marais, étangs, forêts et prairies humides. La présence de l'eau et la qualité des sols ont orienté le territoire vers une économie agricole, comme en attestent les moulins à vent et les roues hydrauliques. 4 villes historiques fortifiées, Béthune, Lens, Douai et Valenciennes, structurent le territoire. Le charbon est découvert en 1720 à Fresnes-sur-Escaut, au nord de Valenciennes. Construite en bois, torchis et paille, les premières fosses d'extraction sont placées sur une butte artificielle, le terri, constituée des matériaux retirés du puits en le creusant. À leur côté, les pompes à feu abritent une machine à vapeur destinée au pompage des eaux. Les techniques de l'époque ne permettent pas d'exploiter les veines à de grandes profondeurs. Elles reposent sur la force musculaire des hommes et des chevaux. Montées, démontées et réinstallées au gré des prospections et des besoins, les fosses se multiplient, mais restent discrètes dans le paysage. L'habitat ouvrier n'a pas encore fait son apparition. Les mineurs et leurs familles se logent dans l'habitat rural et urbain existant. Vers 1800 apparaissent pour la première fois les machines à vapeur pour l'extraction. Elles vont permettre d'atteindre des veines bien plus profondes. Les bâtiments des fosses, appelés à davantage de longévité, sont désormais plus vastes et entièrement maçonnés en briques. Dès 1838, le chemin de fer fait son apparition et permet la mise en place d'un réseau de voies ferrées, appelé cavalier, visant à relier les fosses au site d'expédition du charbon. L'accroissement de la production appelle une main-d'œuvre plus nombreuse. Les premiers barreaux de corons sont construits. Modestes, les logements qui les composent ont encore l'allure de maisons rurales. Dans les années 1850-1860, l'évolution des techniques se poursuit et la profondeur des puits atteint 600 à 700 mètres. L'utilisation de machines plus puissantes, combinée à l'arrivée des cages d'extraction soutenues par des chevalements en bois, permettent d'aller de plus en plus profond. Les fosses changent d'échelle. Vers 1880, l'arrivée de l'acier permet de construire des fosses encore plus grandes et des chevalements encore plus hauts. La seconde moitié du XIXe siècle est aussi celle de l'expansion du réseau ferré minier. À la fin du siècle, la mécanisation du tri des matériaux remontés et l'arrivée des lavoirs augmentent considérablement le volume des roches stériles à stocker. Édifiées à l'aide de rampes ou de téléphériques, les terris se multiplient et grossissent à proportion que la production augmente. Les premiers modèles de corons s'intensifient progressivement jusqu'à se transformer en barreaux, s'étirant fréquemment sur plus d'une centaine de mètres. Ces corons vont progressivement laisser place aux cités pavillonnaires, composées de groupes de maisons disposés à intervalles réguliers. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les 3/4 des fosses sont détruites. Leur reconstruction n'a pas considérablement modifié leur configuration, hormis l'ajout systématique d'un deuxième puits surmonté d'un chevalement pour l'aérage et le service. Les nouvelles fosses construites pour accroître la production sont conçues sur le même modèle.
La reconstruction est aussi l'époque d'un tournant technologique majeur. Le passage de la vapeur à l'électricité, qui est désormais généralisé au fond comme au jour, grâce à la construction de centrales électriques. Les terris se multiplient et sont de plus en plus hauts et vastes. La période de l'entre-deux-guerres s'accompagne d'un énorme besoin de main-d'œuvre qu'il faut loger. Le modèle de l'habitat pavillonnaire accompagné d'équipements collectifs se développe largement. Il est complété par celui des cités-jardins. Le parc de logements miniers est doublé. Les destructions liées à la Seconde Guerre mondiale sont moins importantes que celles de la Première. Par la loi de 1946, un tournant majeur s'opère. Les charbonnages sont nationalisés et administrés par les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais. Le bassin participe à la forte période de croissance économique du pays, dite des 30 Glorieuses. Un vaste programme de modernisation des installations est lancé. La modernisation s'appuie sur le principe de concentration de plusieurs fosses voisines sur un seul siège, doté d'installations modernes aux très grandes capacités d'extraction et de traitement des produits. Les tours de concentration et les hauts chevalements modernes apparaissent dans le paysage. Certaines fosses deviennent d'énormes complexes industriels, tandis que les plus obsolètes disparaissent. Le charbon est désormais extrait jusqu'à moins 1200 mètres et les grands terris monumentaux font leur apparition. Les anciennes centrales électriques sont modernisées, tandis que de nouvelles voient le jour. En 1946, le statut du mineur acte que le logement est gratuit pour les mineurs actifs, les retraités et les veuves de mineurs. 25 000 logements sont rapidement construits, notamment grâce à l'adoption en 1954 du procédé Camus, qui utilise des panneaux de béton préfabriqués en usine. En 14 jours, les logements sortent de terre. Dans les années 1960, le processus de récession charbonnière est entamé. Les exploitations les moins rentables sont fermées puis démantelées. Les chevalements clochers de l'industrie minière tombent les uns après les autres. Les terris font l'objet d'un premier inventaire, prenant en compte leur valeur marchande. Le charbon résiduel ira alimenter les centrales thermiques, tandis que le schiste sera utilisé en remblai pour construire notamment les nouvelles autoroutes. Dans les années 1970, la reconversion du territoire est entreprise. Les anciennes friches minières accueillent souvent des zones d'activités industrielles ou commerciales. Dans certains cas, elles sont transformées en espaces naturels accueillant des activités de détente et de loisirs. Si certaines cités minières sont démolies, la grande majorité est conservée et rénovée. En 1990, la dernière Gaillette est remontée, marquant l'arrêt de la production charbonnière en Nord-Pas-de-Calais. C'est à cette période qu'une prise de conscience patrimoniale commence à apparaître. Certaines fosses et chevalements sont sauvés de la démolition et protégés. Il en est de même pour les terris. Au tournant des années 2000, les notions de patrimoine et de paysage minier s'imposent et permettent le pari audacieux d'une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 30 juin 2012, le bassin minier est inscrit sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial, au titre de paysage culturel évolutif vivant. Cette inscription reconnaît la valeur symbolique de ce haut lieu de la condition ouvrière. Le patrimoine et les paysages façonnés durant 3 siècles par des générations d'hommes et de femmes sont aujourd'hui un levier de développement pour le territoire, un facteur de fierté et une ressource pour les générations d'aujourd'hui et de demain.